Et bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie en fait de vous accueillir aujourd'hui pour ce midi webinaire du Cyrano. Merci d'être présents en si grand nombre, malgré le froid, malgré les agendas chargés, malgré en fait l'approche des fêtes. C'est un petit peu la magie finalement des webinaires. Là, ça permet de rassembler un peu avec de moindres contraintes en fait des gens passionnés, engagés de partout au Québec. Donc, je suis bien contente. Nous sommes presque une cinquantaine aujourd'hui. Donc, on va laisser encore un petit peu rentrer les gens, mais parmi lesquels il y a plusieurs analystes, des chercheurs, des décideurs qui travaillent directement en gestion des risques agricoles, des représentants du MAPAC, bien sûr, mais aussi de la financière agricole, des universités partenaires, du CETAC et des agronomes de divers milieux. Donc, vraiment un véritable écosystème qui est rassemblé aujourd'hui autour de l'enjeu de la gestion des risques et les échanges risques, ben, en tout cas, sont vraiment prometteurs pour la suite et pour après la conférence. Donc, je me présente, moi, c'est Ingrid Peigné. Je suis directrice principale des partenariats et de la valorisation de la recherche à Cyrano. Et ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Alors, permettez-moi déjà, en quelques mots, de situer le Cyrano. Depuis plus de 30 ans maintenant, nous sommes un centre de recherche interuniversitaire. On regroupe un réseau de plus de 200 chercheurs qui viennent de toutes les universités du Québec. Et notre mission, c'est vraiment transformer la recherche en connaissances utiles, rigoureuses et indépendantes pour éclairer la prise de décision publique et privée. Donc, nos équipes collaborent étroitement en fait avec, bien entendu, les ministères, des organismes publics, des associations industrielles, sectorielles, des partenaires privés. Tout ça pour toujours mieux comprendre les défis d'aujourd'hui et éclairer ceux de demain également dans des domaines vraiment divers et variés. On touche à la finance, l'innovation, l'éducation, la main-d'œuvre, l'environnement, la transformation numérique, la santé et bien entendu des enjeux dans le secteur agroalimentaire comme on va pouvoir le voir aujourd'hui. Juste un petit aparté, vous voyez à l'écran actuellement une invitation à rejoindre en fait WooClap pour cet événement particulier. Je vous invite à vous connecter en fait parce que ça va être utile dans le reste de la présentation. Nos deux conférencières vont vous inviter à participer en fait à travers des questions tout au long de la présentation. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous voyez le code à l'écran. Alors, les changements climatiques, ça place les entreprises agricoles devant une réalité qui est complexe. Alors, il y a des événements extrêmes beaucoup plus fréquents, des cultures qui sont fragilisées, des pertes beaucoup plus difficiles à prévoir. Et bien entendu, justement, on aboutit à des décisions à prendre dans un contexte d'incertitude. D'où l'importance dans ce contexte-là de bien comprendre, à la fois pour les gestionnaires agricoles, mais aussi pour les décideurs publics, comment les gestionnaires agricoles prennent des décisions et évaluent leurs risques, quelles stratégies ils utilisent, qu'est-ce qui influence leur adhésion ou non à l'assurance récolte et quel type d'accompagnement serait vraiment le plus utile. Donc, le rapport qui vous est présenté aujourd'hui, c'est vraiment le fruit d'une approche méthodologique particulièrement riche. On a une revue de littérature internationale, une enquête des entreprises avec plus de 500 répondants, 22 entrevues, un Delphi. Et donc tout ça, ça reflète vraiment la capacité de Cyrano à mobiliser des expertises multiples pour éclairer des décisions publiques avec des données probantes et comme on va le voir vraiment aujourd'hui. Alors, on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous les deux chercheuses principales, pardon, de ce projet, Marie-Ève Gaboury-Bonhomme et Jacinthe Cloutier. Donc, je vais vous les présenter. Jacinthe Cloutier est professeure à l'Université Laval au département d'économie agroalimentaire et des sciences de la consommation. Elle est chercheuse au Cyrano depuis 2019 et elle travaille sur des projets visant à évaluer différents concepts tels que la satisfaction d'employés ou de clients, ainsi que les compétences en matière de consommation de biens ou de services. Son expertise d'ailleurs en consommation de services financiers et en outils de mesure ont d'ailleurs été particulièrement mis à contribution pour cette étude. Marie-Ève Gaboury-Bonhomme, titulaire d'un doctorat de l'ENAP et d'une maîtrise en agroéconomie. Marie-Ève est professeure chercheuse à l'Université Laval depuis 2019. Ses recherches portent sur les politiques agricoles et plus particulièrement, elle s'intéresse aux politiques de gestion des risques agricoles, aux politiques agro-environnementales et celles de lutte contre l'insécurité alimentaire et également à l'intégration des enjeux économiques, environnementaux et sociaux dans l'action du gouvernement. Alors, avant de devenir professeur, elle a œuvré pendant plus de 20 ans dans différents milieux, développement régional, association agricole, administration publique, et elle a notamment coordonné l'élaboration de la
première politique bioalimentaire du gouvernement du Québec. Et j'avais eu d'ailleurs, à ce titre, comme chercheuse au Cyrano, j'avais eu à travailler avec Marie-Ève d'ailleurs, donc c'est des très bons souvenirs dans une autre vie. Donc vraiment, je tiens à remercier chaleureusement nos deux chercheuses pour la qualité exceptionnelle de leur travail. Et sans plus tarder, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet et je cède immédiatement la parole à Jacinthe et Marie-Ève qui vont nous présenter les faits saillants de cette étude. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Avant de laisser la parole à Jacinthe, je vais vous inviter, si vous le désirez, à aller plus loin. Notre rapport complet est disponible sur le site de Cyrano dans la section publications. Il s'intitule Assurance récolte et gestion des risques de perte de culture, mieux comprendre le choix des gestionnaires agricoles au Québec. Ici, on a utilisé le mot gestionnaire agricole pour avoir une approche plus épicène, mais gestionnaire correspond en fait à producteur, productrice agricole. Avant de commencer, il faut vraiment prendre le temps de remercier notre équipe de recherche parce que, comme vous allez le voir, c'est une recherche qui a pris près de 5 ans avant d'aboutir. Donc, on a eu William Robitaille, Marie-Claude Roy, Simone Hubertino, Elsie Arme notamment, entre autres, qui ont collaboré, sans qui on n'aurait pas pu réussir à faire cette recherche-là. Donc, on va commencer en vous présentant rapidement la méthodologie. Ensuite, on va y aller avec les risques et les stratégies pour les gérer. On va y aller en mode contextualiser le sujet de la recherche. Ensuite, ça sera les principaux résultats. Les entreprises agricoles, on va le voir, ne sont pas toutes égales face aux risques. On va parler un petit peu plus de ce qui explique l'adhésion à l'assurance récolte, qui est un des outils de stratégie de gestion des risques parmi d'autres. Et on va terminer en mettant l'emphase sur l'importance de l'information et du conseil. Bon, merci Marie-Ève. Donc, pour en arriver à ce fameux rapport qu'on a fait, on a dû mobiliser beaucoup de méthodologies, ce qui nous a permis de faire vraiment un tour à 360 degrés là, de la question. Donc, on a commencé avec des groupes de discussion en 2020. En tout, il y avait eu 17 gestionnaires agricoles qui avaient été rencontrés en focus group. Puis, ça nous a permis de vraiment confirmer que oui, le fait de s'attarder ou de se pencher sur les pratiques agricoles, les pratiques en gestion des risques agricoles, c'était vraiment important. Puis, il y avait beaucoup de variables qui étaient ressorties de ce focus group-là, des facteurs qui influencent justement les décisions en gestion des risques, qui nous a fait dire, voyons, qui nous a permis de se rendre compte qu'il fallait creuser la question. Donc, par la suite, un peu en concomitance, on a eu un Delphi, qui était des questions ouvertes qui ont été posées à 21 spécialistes partout au Québec. Puis, on fait aussi une revue de littérature pour voir d'un point de vue scientifique qu'est-ce qui était dit sur l'adhésion à l'assurance récolte plus précisément. Donc, autant le défi que la revue de littérature ont porté sur l'adhésion à l'assurance récolte. Ensuite, on a fait la partie qui est ma préférée, les enquêtes, les sondages. Donc, on a fait, avec l'aide d'AGECO, on a fait un questionnaire auprès de 519 gestionnaires agricoles du Québec. Donc, on avait quand même là, une bonne représentativité statistique. Puis, on a vu qu'il y avait beaucoup de liens entre les variables qu'on avait décidé d'inclure dans l'enquête. Puis par la suite, pour mieux comprendre certains résultats qu'on a eus pendant l'enquête, puis bien comprendre aussi les liens entre l'assurance récolte puis les autres stratégies, ben là, on a décidé d'y aller avec des entrevues individuelles où là, on a rencontré 22 gestionnaires qui ont pu vraiment nous permettre de comprendre comment tout ça s'articulait là finalement quand il y avait à prendre des décisions. On a triangulé tous ces résultats-là pour finalement arriver avec ce rapport en 2025 que vous pourrez consulter sur le site de Cyrano. Peut-être en complément, on ne s'en est pas rendu compte au départ, on l'a fait un peu de façon un peu intuitive, mais on a fini par construire une méthode mixte de recherche. Donc, le Delphi et la revue de littérature, au fond, ce que ça nous a permis, c'est de poser les bonnes questions de l'ordre d'enquête, puis essayer d'avoir le moins d'angle mort possible. Tandis que l'entrevue qualitative qui a eu lieu après, ça nous a permis de creuser des choses qu'on n'était pas capable de comprendre à travers un sondage qui pose des questions fermées.
Juste pour ceux et celles qui sont peut-être moins habitués, dans le qualitatif, le critère de scientificité, ce n'est pas la représentativité statistique, c'est la saturation. C'est-à-dire on arrive à la conclusion qu'on a un constat qui est scientifique quand on sature, quand on voit que les mêmes réponses se répètent d'une entrevue à l'autre. Donc, si on parle un peu plus des risques et des stratégies pour les gérer, je vais y aller rapidement parce que je voyais les gens qui participent, vous êtes tous et toutes des experts dans le domaine, mais juste un rappel que ce sont des événements incontrôlables, difficiles à prévoir, externes ou internes à l'entreprise, qui affectent négativement la santé financière de l'entreprise. On les évalue généralement sur la base de 3 éléments, donc la probabilité que ça arrive, la fréquence, et l'importance des effets du problème et la durée de cet effet-là. Ce qu'on a découvert, puis ça, entre autres, on a eu des découvertes à travers nos entrevues avec les producteurs, c'est que, ben ça, c'était pas une découverte, on savait que c'était nombreux et diversifié. Vous savez que le métier de gestionnaire agricole, c'est un métier de personnes qui tous les jours font face aux risques et à divers risques. Il y a des risques plus standards qu'on apprend beaucoup dans la littérature ou à l'école, climatiques, de production, les risques de marché financier, les risques institutionnels et politiques, notamment quand il y a des changements de politique, c'est un risque au niveau de l'entreprise. Il y en a d'autres que, du moins, moi, je connaissais moins. Les gens ont cité sur les risques opérationnels et technologiques. Donc, la technologie avance beaucoup, ça l'aide les entreprises, mais en même temps, ça amène des risques quand ça brise puis qu'on n'a pas accès là, à des gens pour les réparer, par exemple. Puis il y a les risques humains qui prennent une place particulière là, dans l'agriculture d'aujourd'hui au niveau de la santé physiologique, psychologique, mais aussi de la main-d'œuvre, de sa disponibilité, etc. Nous, notre étude, ça s'est plus penché sur les risques climatiques, là, fait qu'il faut avoir ça en tête. Et les producteurs qu'on a interrogés, c'était généralement des gens qui avaient au moins une production végétale ou apicole sur leur entreprise. J'espère que vous avez eu l'occasion de vous brancher sur WooClap. Si ce n'est pas le cas, c'est très facile. Vous allez avec votre cellulaire ou votre ordinateur, vous rentrez sur le wooclap.com, puis vous rentrez le code ASZODQ. Fait que je vous demanderai, on va espérer que ça fonctionne, d'essayer de répondre au meilleur de votre connaissance. Quel pourcentage des gestionnaires agricoles au Québec a eu des baisses de rendement qui auraient affecté négativement la santé financière de leur entreprise dans les dernières années? Ah, voilà. Me voilà rassurée, ça fonctionne. Fait que je vous laisse environ 30 secondes pour répondre. Là, ce n'est pas un examen, allez-y au meilleur de votre connaissance. Si vous n'avez pas accès au club, vous pouvez aussi répondre dans votre tête, puis vous verrez tantôt si vous aviez la bonne réponse. Fait qu'on a 67 pour la majeure partie des réponses. Fait qu'on on va voir tantôt si plus tard si vous aviez la bonne réponse. Fait qu'on va retenir le 67. Puis j'ai une deuxième question. Quel pourcentage de gestionnaires agricoles pensent que les changements climatiques vont augmenter les pertes de récolte de leur entreprise dans l'avenir selon vous? On est toujours dans le contexte québécois. Alors, on voit que vous êtes plus autour du 92 71. On voit que les gens se sont branchés de plus en plus. Bien, merci pour vos réponses. On va y aller avec les premières réponses des premiers résultats, puis on va voir un peu comment ça se situe. Dans un premier temps, puis je pense que la plupart des gens qui travaillent là, avec les gestionnaires agricoles au Québec, vous savez qu'il y a un nombre important de stratégies pour faire face aux risques, puis que les bons gestionnaires agricoles réussissent à se donner un coffre à outils qui est grand, avec plusieurs stratégies. Et on les utilise selon la réalité de l'entreprise au bon moment. C'est de grands défis auxquels ils font face à tous les jours.
On peut dire aussi que les stratégies, on peut les regrouper en 3 grandes catégories. Soit qu'on a des stratégies pour réduire, éviter, éliminer l'exposition à un risque, donc les prévenir. Soit on peut se donner des stratégies pour réduire leur fréquence, leur probabilité, ou lorsqu'ils se produisent, réduire leurs effets négatifs. Ou transférer, dans plusieurs cas, les risques sont trop grands pour que l'entreprise y fasse face seule. Donc, elle va utiliser des outils pour transférer ces risques-là, les partager. Ça peut être avec d'autres, comme des collectifs, marchés à terme, coopératives, associations agricoles. Ça peut être aussi les gouvernements à travers des programmes. Et l'assurance récolte qu'on a étudié avec plus de profondeur fait partie là, de ces outils-là. Ici, on insiste beaucoup sur l'aspect négatif des risques, mais il ne faut pas oublier que, et ça, plusieurs personnes nous l'ont dit dans nos recherches, que parfois le risque aussi, ça peut être positif, ça nous amène à aller plus loin, même que ça peut avoir des effets positifs dans certains cas, mais dans le cas de notre étude, on s'est vraiment concentré sur les effets plus négatifs. Ici, on a présenté des stratégies, des pratiques à la ferme qui ont été nommées dans notre étude par les producteurs, par les experts. Quand il y a des pourcentages, c'est qu'on avait des questions qui portaient là-dessus quand on a fait le sondage auprès des producteurs. Fait que ça nous a donné une bonne idée du taux d'adoption au Québec. Quand il y a un astérique, je pense que c'est important de le dire, c'est que la question dans le sondage portait vraiment sur les moyens utilisés pour compenser des pertes de récolte, tandis que quand il y a 2 astériques, c'est que la question était plus générale, ne faisait pas référence directement là, aux pertes de récolte. Fait que ça, je pense que c'est important de le considérer quand vous prendrez connaissance des résultats. Donc, vous l'avez nommé, diversification. On a séparé là, en catégories, puis en 2 colonnes, ceux qu'on associait plus à la prévention des risques, puis ceux qui servaient plus à amoindrir les effets des risques. Donc, on a mis diversification. On nous a parlé de diversification des cultures, mais aussi des revenus et diversification des zones de production, qui est quand même une pratique que moi j'ai découverte, qui est utilisée quand même par 12% des gens qui ont répondu. On nous a nommé aussi plusieurs pratiques et technologies à la ferme qui sont utilisées, pas nécessairement dans un contexte de gestion des risques, mais qui sont utilisées là, à la ferme. Rotation des cultures. Petite précision, et c'est probablement une faiblesse de notre questionnaire, on avait oublié de définir rotation de culture. On n'a pas parlé de 2 ou 3 cultures. Fait que ça explique probablement le fait qu'on a un taux de réponse assez élevé, mais c'est quand même une pratique utilisée quand même par un grand nombre. Cultivars ou cultures mieux adaptées, dépistage, épandage, ajustement des périodes de semis, de récolte, irrigation. Et dans l'amoindrissement des effets, pour ce qui est des stratégies à la ferme, on a parlé de quand on a une perte, on utilise nos réserves, nos provisions. Ça peut être les réserves à travers les programmes agri, mais ça peut être aussi les propres réserves de l'entreprise, soit de stock, soit ces épargnes de l'entreprise, mais aussi, puis ça, le corps des entreprises ont dit utiliser des épargnes personnelles pour faire face là, aux pertes de revenus dues aux pertes de récolte. Au niveau d'autres stratégies, nous autres, on les a qualifiées de stratégies de résilience à la ferme. On a rentré là-dedans les services conseils, les outils d'information, de planification météorologique, le RAP, le réseau d'avertissement phytosanitaire. Donc, vous voyez que c'est des outils qui sont aussi utilisés là, et on considère que ça aide à prévenir les risques. Et les partages de transfert de risque, on avait des questions sur les programmes gouvernementaux, mais aussi sur l'utilisation de la marge de crédit ou de prêt. Dans le cas des marges de crédit ou de prêt, la question était vraiment associée là, aux pertes de récolte. Puis on voit qu'on a près de la moitié des entreprises qui utilisent des marges de crédit, des prêts pour faire face à leurs pertes. Si on continue avec un des grands constats, je pense, de notre étude, c'est que les entreprises ne sont pas toutes égales face aux risques. Notre étude nous a permis de sortir une sorte de typologie des entreprises dans leur réaction face aux risques. On les a séparées en 3 qu'on va vous présenter.
On a utilisé des métaphores. Pour la première catégorie, on a utilisé la métaphore de la boussole. 37% des gestionnaires nous ont dit qu'ils se sentaient en contrôle quand ils prenaient des décisions en matière de gestion des risques. Donc, vous avez bien raison dans votre réponse. On a vu aussi que les 22 gestionnaires qui ont répondu à nos entrevues étaient pour la plupart dans cette catégorie-là. Donc, généralement, les gens qui sont intéressés à participer à des entrevues d'une à 2 heures, c'est des gens particulièrement intéressés au sujet. Puis, on a bien vu que les gens qui avaient répondu étaient généralement dans cette catégorie-là. C'est des gens qui sont en contrôle et qui utilisent de façon généralement bien planifiée leur coffre à outils. Ils combinent plusieurs stratégies. Ils mettent en priorité là, les stratégies à la ferme et de résilience et ils considèrent l'assurance récolte comme un outil important, extrêmement important, mais comme une solution de dernier recours quand les stratégies à la ferme ne sont pas suffisantes. C'est généralement des gens qui ont une vision globale, holistique des risques auxquels ils font face de leur environnement d'affaires. On voit que pour eux, quand il y a des risques, quand ils font face à des risques, ils essayent de les prévenir, mais sinon, ils réagissent à court terme et ils utilisent ces risques-là pour s'adapter et améliorer leur mode de production. Ce qu'on voit aussi, c'est que plus on utilise d'outils, plus on en voit les avantages, plus on veut améliorer notre coffre à outils et on choisit des combinaisons les mieux adaptées à la réalité de notre entreprise. La deuxième catégorie, on les a reliés à la métaphore du chauffeur qui conduit la nuit et qui, à un moment donné, fait face à un risque, par exemple, un chevreuil qui traverse la rue à la dernière minute. En fait, 30% des gestionnaires nous ont dit qu'ils se sentaient comme dans une loterie, qu'ils faisaient face à un sentiment de hasard lorsqu'ils prennent une décision en matière de gestion des risques. Ce que ça dénote, c'est qu'on voit qu'il y a quand même une partie importante des producteurs qui probablement ont moins de planification de leurs risques, ont une vision moins claire de leur coffre à outils, de leur environnement d'affaires, sont plutôt en mode réaction. Hein. Quand on frappe un chevreuil, on essaye de l'éviter, mais ce n'est pas toujours possible. On sentait aussi probablement avec cette étude-là, mais aussi d'autres études que j'ai faites, que des étudiants avec qui je travaille ont fait plutôt, je devrais dire, on voit que c'est une assurance qui est vue plus comme un outil nécessaire quand ça va mal. Ça nous amène à dire que les risques, c'est aussi du stress pour les producteurs agricoles. Il y a 21% des gestionnaires qui expriment que, et là, on n'est pas en train de dire qu'ils sont stressés quand il y a un événement. Ils sont stressés quand ils prennent des décisions en matière de risque, donc c'est même en amont de l'événement. Le pourcentage du stress était plus élevé lorsque les gens faisaient face réellement à une perte de récolte. Fait que ça nous amène aussi à mettre en évidence l'importance de la santé psychologique, la gestion du stress. Ces deux premières catégories-là, ça nous amène à certaines propositions. En fait, c'est qu'on voit qu'il faut vraiment que ça soit comme conseiller, comme concepteur de politique publique, d'encourager la résilience des entreprises, en fait, de dérouler le tapis rouge, de donner des incitatifs, d'avantager celles qui utilisent ou qui veulent utiliser un coffret outils. Ce que ça nous amène aussi, c'est qu'il faut prendre un soin particulier à ceux qui sont peut-être plus dans la deuxième catégorie, qui ont une utilisation peut-être moins globale de leur coffre à outils. Avoir une écoute particulière, puis un devoir d'information sur les risques et les outils disponibles, particuliers pour ces entreprises-là, notamment pour les aider à avoir une utilisation peut-être plus grande des outils d'autogestion des risques à la ferme, des outils de résilience. Ça nous amène aussi à dire l'importance d'adapter les politiques et les services à leurs besoins.
comme je le disais tantôt, en matière d'écoute, d'information. Puis on a vu que dans nos études que le rôle des agents de programme de la financière agricole et des conseillers en général est extrêmement important dans ce rôle, dans cette approche-là avec eux pour les informer sur les stratégies et les mettre en lien au niveau des agents de programme, là, les mettre en lien avec les services conseils, les outils qui existent, les outils d'information qu'on a nommés tantôt, météo, RAP, etc. Ces gens-là ont un besoin particulier de démonstration des avantages économiques d'une bonne gestion des risques. Et on voit aussi qu'encourager le partage avec d'autres gestionnaires agricoles qui font partie de la catégorie de la boussole est une façon aussi de les accompagner de manière particulière. On a aussi, on n'avait pas de questions peut-être aussi directes dans notre sondage, mais une des réponses nous a permis de dire qu'il y a probablement une troisième catégorie de producteurs qui, tantôt on disait qu'il y a 20% vivent du stress, mais pour certains d'entre eux, ça va plus loin que le stress. Ça va, même ça va à l'anxiété. Donc, près de 13% des gestionnaires nous ont dit qu'ils étaient anxieux lorsqu'ils prenaient des décisions en termes de gestion des risques. Donc, on voit que le stress dépasse certaines limites, probablement des problèmes de détresse psychologique. Je pense que quand on est dans une situation d'anxiété, on n'a pas ou on n'a plus de vision de notre environnement d'affaires, on se sent dépassé. Et dans ce contexte-là, pour ces entreprises-là, il y a un rôle de sentinelle qui est important. Comme agroéconomiste ou agronome, on n'est pas outillé nécessairement pour les accompagner, mais on peut les diriger vers les ressources requises là, qui sont spécialisées dans le domaine de la gestion de l'anxiété ou des problèmes de santé psychologique. Pour la prochaine partie, je vais laisser la parole à Jacinthe. Vas-y, Maria va prendre une bonne gorgée d'eau. Maintenant, on arrive dans la partie où on va plus expliquer tous les facteurs qui peuvent influencer l'adhésion à une assurance récolte. Alors, l'assurance récolte, pour ceux là, qui peut-être qui sont moins familiers, bien que ça me surprendrait avec le public qu'on a aujourd'hui, mais c'est une assurance gouvernementale où l'entreprise va payer une prime qui est partiellement subventionnée. Puis, c'est une assurance qui couvre des risques de pertes qui sont liés aux conditions climatiques, aux phénomènes naturels incontrôlables qui sont choisis par le programme. Donc, dans les entreprises qu'on a sondées, c'est pratiquement les trois quarts qui indiquent avoir adhéré à l'assurance récolte au moins une année entre 2018 et 2022. Donc, il y en a que ça peut être pour les 5 années, il y en a que ça peut être juste pour une, mais au moins une fois au cours de la période 2018-2022 qui était couverte par la question là, dans notre étude. Puis le taux d'adhésion annuel pour toute production a augmenté, bravo, vous êtes bon, vous avez trouvé la bonne réponse, a augmenté de 57 à 64 entre 2018 et 2022. On peut aller à la suivante. Donc, on a fait des analyses qui s'appellent des équations structurelles qui donnent cette figure-là. Donc, je sais qu'à l'écran, ça se lit pas très bien, mais vous pourrez aller la consulter plus en détail dans le rapport qui va être publié sur le site du Cyrano. Donc, les équations structurelles, c'est une méthode d'analyse qui nous permet de faire des liens entre des variables, mais qui prend aussi en compte les liens entre les autres variables. Ce que je veux dire ici, c'est que habituellement, on essaie d'expliquer une seule variable, hein, l'adhésion à l'assurance récolte dans notre cas. Puis, on essaie de voir qu'est-ce qui influence l'adhésion à l'assurance récolte. Mais avec les équations structurelles, le fait, par exemple, qu'il y ait un lien entre le fait d'adhérer à des programmes gouvernementaux comme la Agristabilité ou l'ASRA et le fait d'avoir des réserves, ben ça, c'est relié ensemble. Ben, ça peut avoir un impact globalement sur les autres variables qui expliquent l'adhésion à l'assurance récolte. Donc, c'est ça l'avantage.
Donc, dans la figure ici, ce qu'on voit, c'est que les liens en vert, puis il y a une diapo un peu plus loin là, qui va vous les montrer, qui va vous donner vraiment la substance. Mais juste pour vous expliquer rapidement la figure, c'est que les liens en vert, c'est les variables qui ont un impact direct sur l'adhésion à l'assurance récolte, tandis que les liens en rouge, ce sont des liens qui expliquent plutôt des liens entre ces variables-là. Donc, je peux nommer par exemple qu'on a découvert qu'il y avait un lien entre les dettes de l'entreprise et le fait d'utiliser les programmes gouvernementaux. Puis, on a des liens en pointillés noirs qui, ça, sont des corrélations. Donc, on voit que quand une variable varie, l'autre varie à même intensité. On peut changer de diapo car c'est là que se trouve le gros de l'information sur les variables qui influencent l'adhésion à l'assurance récolte. Donc, dans les résultats de l'équation structurelle, les liens en vert, c'est ce qui est représenté par notre carré orange ici. Donc, on a vu que dans les caractéristiques du programme d'assurance récolte, comme vous l'avez deviné, le niveau de confiance envers le programme, c'est probablement la variable la plus déterminante. Donc, si on a confiance en un programme comme l'assurance récolte, ou même nous, dans notre vie, si on décide de prendre une assurance auto, c'est parce qu'on a plus confiance en une entreprise qu'en une autre, bien souvent. Bien que dans ce cas-ci, le niveau de prime peut changer, mais c'est un autre domaine. On a aussi le niveau de compréhension du programme. Donc, les gens, plus ils vont comprendre le fonctionnement ou comprendre en quoi ça consiste, ben à ce moment-là, ils vont être plus poussés à aller adhérer à l'assurance récolte. Puis, on a remarqué aussi que les gens qui prenaient leurs informations auprès des conseillers de la financière, ben, eux aussi, ils vont avoir tendance à prendre la décision d'utiliser l'assurance récolte, alors que on avait testé aussi le fait de prendre des informations auprès d'autres gestionnaires agricoles, nos pairs finalement. Euh, on s'est rendu compte que ça, de ce côté-là, ça n'avait pas d'influence. On a vu qu'il y a une caractéristique en particulier de l'entreprise agricole qui avait une influence sur l'adhésion et c'est la superficie totale. Donc, plus la ferme va être grande, plus à ce moment-là, on va être porté à utiliser l'assurance récolte. En termes d'autogestion des risques, ce qu'on a vu, c'est que même si la diversification, pas même si, mais même on a vu tantôt que la diversification était une pratique qui était très, très largement répandue, très utilisée. Ben, en fait, plus les gens vont utiliser la diversification, moins ils vont être tentés d'aller chercher l'assurance récolte. Puis, un peu pour faire du pouce sur ce que disait Marie-Ève tout à l'heure, quand les gens commencent à voir surtout les gens là, qui étaient moins stressés puis qui se sentaient plus en contrôle, donc dès qu'on commence à voir que d'utiliser des pratiques de gestion des risques, ça nous amène des avantages finalement, ben, le fait d'adopter une ou plusieurs autres pratiques, ça nous amène à aller chercher un autre outil qui est l'assurance récolte dans ce cas-ci. Puis, en termes de stratégie de résilience, ben, on a vu que les gens qui étaient abonnés au réseau d'avertissement ou qui utilisaient les outils météorologiques, eux aussi avaient davantage tendance à utiliser, à s'abonner ou à plutôt adopter l'assurance récolte. On peut changer. Donc, au cours des entrevues aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, puis avec les autres analyses, évidemment, qu'on a fait en statistique, on est allé voir les interactions entre l'assurance récolte et les autres stratégies. Donc, l'assurance récolte peut être choisie de façon indépendante de plusieurs autres stratégies, sauf les outils météorologiques et le réseau d'avertissement sanitaire. Puis, on a vu également là, que pour la diversification, ben, comme pour les résultats de l'analyse des équations structurelles, ben, plus on utilise la diversification, moins on aura tendance à utiliser l'assurance récolte. Pour l'assurance récolte aussi, on a vu qu'elle était assez indépendante d'autres programmes, sauf dans le cas de l'ASRA, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même un lien administratif entre les programmes. Tout à l'heure, dans la figure, on avait vu qu'il n'y avait pas nécessairement de lien entre les programmes gouvernementaux et l'adhésion à l'assurance récolte, mais une des limites de l'utilisation des équations structurelles, c'est que parfois, il faut faire des regroupements de variables ensemble. Puis, dans mon cas ici, ben, dans notre cas, on avait mis tous les programmes gouvernementaux ensemble, Agri-Stabilité, ASRA, Agri-Investissement, on les avait mis les trois ensemble. Donc ça
ça peut faire en sorte qu'on a eu des résultats différents entre ce qui a été trouvé dans l'équation structurelle puis ce qu'on retrouve dans les autres méthodologies. On peut changer. Donc, ce qu'on voit, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, par exemple, c'est que les conseillers de la financière ils ont eu un rôle à jouer important sur le fait d'adhérer à l'assurance récolte. Donc, c'est important de se pencher sur l'information. Et je pense que vous avez lu le rapport pour être sûr d'avoir des bonnes réponses au quiz. Donc, le niveau de connaissance sur les risques climatiques, on est allé mesurer le niveau de connaissance perçu. On n'a pas fait un vrai quiz comme si c'était à l'école, puis qu'on leur demandait, bon, quelles sont les bonnes réponses, mais plutôt comment les gens se sentent. Est-ce que moi, je sens que je suis connaissant ou pas? Ce qui, dans la littérature, souvent est assez équivalent. Quand les gens pensent avoir des bonnes connaissances, règle générale, c'est qu'ils en ont effectivement. Je dis bien règle générale. Donc, la moitié des gestionnaires considèrent avoir un niveau moyen faible ou très faible de connaissances. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une autre moitié qui pense qu'ils ont de très bonnes connaissances. Euh, Ils disent en connaître moins sur les risques climatiques donc, ils connaissent davantage les coûts de production, les prix de marché, les intrants et équipements agricoles, ce qui fait du sens aussi, puisque ça fait pratiquement partie de leur quotidien. Ensuite, on a mesuré la satisfaction par rapport à l'assurance récolte. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que les gestionnaires agricoles, règle générale, sont vraiment satisfaits de la portion conseillée des conseillers en assurance. Donc, ils aiment leur écoute, ils sentent qu'ils sont disponibles, qu'ils vulgarisent bien l'information, donc ils ne restent pas dans un vocabulaire hyper technique. Ils sont un petit peu moins satisfaits du coût de l'assurance. Évidemment, en tout, on trouve toujours qu'on paie trop cher. Le rendement probable offert, la valeur assurée également, puis l'indemnité versée, c'est des facteurs là, qui sont un peu plus faibles en termes de satisfaction. Tu peux changer, Marie-Ève. Donc, ce que ça nous a permis de vous recommander, en fait, c'est de s'assurer d'informer et de conseiller sur les changements climatiques, hein, pour ceux qui ne se sentent pas très connaissants, sur les stratégies pour faire face aussi à ces changements-là. Puis c'est important de soutenir, de continuer à développer des outils d'information, de créer des formations, des ateliers, d'avoir des conseils aussi sur ces sujets-là, puisque ça s'en va pas en s'améliorant en termes de changement climatique. On a fait le lien aussi avec les résultats de la maîtrise de William Robitaille qui a été publiée il y a 1 an ou 2, où William avait étudié les perceptions des producteurs de foin en matière d'assurance récolte, puis il avait sorti une typologie où on voyait que les producteurs de foin, il y avait 3 façons de considérer l'assurance récolte dans ce secteur-là. Soit que les gens le considéraient comme un placement. Ils se disaient, moi, j'investis dans ma prime parce que je suis certaine que les indemnités que je vais recevoir sur 10 ans vont être plus grandes que les indemnités que je vais verser. Sur 10 ans ou sur du long terme en général. Il y en a d'autres qui le considéraient comme une assurance, en fait, qui est l'objectif même du programme, donc une solution de dernier recours en cas de perte. Et pour d'autres, on voyait qu'il y avait il considérait il saisit pas, il voyait l'assurance récolte, ne comprenait pas très bien, en fait, quand l'assurance récolte allait déclencher ou non. Il sentait que c'était comme une loterie. On peut faire le lien avec la catégorie là, qu'on a donnée tantôt. Il y avait une compréhension peut-être incomplète là, du rôle de l'assurance récolte et surtout de quand elle devait déclencher. Il faut se rappeler que dans le secteur des foins, c'est une assurance qui est basée sur un collectif, donc sur des résultats qui viennent de stations météorologiques et non pas des résultats individuels de l'entreprise qui contribuaient à cette perception-là. Mais ce que ça nous a amené à l'étude de William, tout comme notre étude, montre vraiment la grande importance de vulgariser le rôle et le fonctionnement d'un programme d'assurance récolte. Puis on a identifié, entre autres, certaines notions qui étaient importantes à vulgariser.
où il n'y avait pas l'ensemble des gestionnaires qui avaient une compréhension égale. Premièrement, certains ne font pas la différence entre une assurance et une subvention classique, donc la notion de prime et que le producteur assume lui-même une partie du risque en payant une prime. La notion de franchise aussi, qui est la partie des pertes sur la responsabilité de l'entreprise, était souvent pas toujours comprise. La notion de risque de base dans les programmes comme le foin, où c'est basé sur des pertes dans une zone et sur des données, par exemple, de stations météo, n'était pas non plus compris par tous et toutes. Donc, on ne saisissait pas toujours qu'il y avait une corrélation imparfaite entre les pertes estimées à l'aide d'indices météorologiques et les pertes réelles à la ferme. Puis ça, ben, c'est particulièrement important, là. Dans notre sondage, on a vu qu'il y avait à peu près le tiers des entreprises qui étaient assurées à travers une approche collective comme dans le foin, mais aussi dans certains autres secteurs. Puis aussi la façon dont l'assurance récolte calcule le prix unitaire. C'est parfois basé sur un coût de production, parfois sur le prix du marché. Quand c'est basé sur le coût de production, on calcule certains coûts de production, mais pas tous. Ça aussi, là, ça faisait partie des éléments qui n'étaient pas toujours bien saisis et qui contribuaient là, à la mauvaise compréhension de l'assurance récolte. Fait que ça nous amène à dire que c'est vraiment important de mettre en valeur, de soutenir, d'élargir le rôle d'information et d'accompagnement, entre autres des conseillers d'assurance, mais probablement aussi plus largement des conseillers là, en gestion agricole sur ce qu'est et comment fonctionne une assurance récolte. Puis pour terminer, en fait, un peu pour conclure, ce que ça nous amène à dire, c'est qu'encourager les entreprises à pousser plus loin leur stratégie à la ferme, à développer une approche d'ensemble de gestion des risques, finalement, à développer le plus possible leur coffre à outils, puis à choisir les bons outils au bon moment en fonction de la réalité puis du risque auquel ils font face, c'est vraiment majeur. Puis pour ça, ce n'est pas un outil privilégié qui est nécessaire, c'est vraiment une combinaison d'outils. Puis quand on se place du point de vue des politiques gouvernementales, ce que ça nous amène à dire, c'est que c'est vraiment important de faire des liens entre les programmes de gestion des risques comme l'assurance récolte, entre les outils d'information, puis de soutenir ces outils d'information-là, le RAP, les outils météorologiques, etc., il y en a d'autres. Et aussi un lien avec les services conseils, parce que dans cette étude-là, mais dans d'autres que je fais aussi sur d'autres programmes, on voit vraiment que l'effet d'une politique publique, même si c'est une assurance ou une politique de subvention, si elle n'est pas utilisée conjointement avec un service conseil, avec un accompagnement autant de conseillers, mais aussi d'autres pairs, d'autres producteurs, où il y a des échanges entre producteurs, entre eux, elle n'a pas l'effet escompté. Donc, c'est vraiment important d'avoir une vision intégrée des politiques de soutien gouvernemental entre les conseils et les agents de programme, d'avoir une cohérence dans l'appui gouvernemental, par exemple à travers une stratégie gouvernementale ou d'autres moyens. Il faut aussi pour pousser les entreprises à utiliser l'ensemble de leur coffre à outils, je pense qu'il y a moyen de récompenser, d'inciter les entreprises qui utilisent l'ensemble du coffre à outils, notamment les stratégies de résilience, services conseil, planification, gestion, toutes les stratégies à la ferme aussi d'autogestion qu'on a vues. Donc, de les récompenser, de les inciter, par exemple, par un rabais de prime ou d'autres moyens. On pourrait même penser à moyen long terme d'obliger l'utilisation de certains outils de résilience comme les formations, les conseils, etc. pour certains programmes. Puis il y a probablement d'autres solutions à identifier à ce niveau-là pour développer une approche plus intégrée. Donc, ça termine la présentation. Si vous voulez aller plus loin, là, comme je disais tantôt, le rapport est disponible facilement. Vous allez le trouver facilement sur le site de Cyrano dans les publications en utilisant Google avec le titre et les mots-clés. Oui, bonjour. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Là, il y a vraiment eu énormément d'informations. C'est très riche, que ce soit, ben, on l'a vu à travers la méthodologie que vous avez utilisée. Là, vous êtes allé non seulement chercher du qualitatif, du quantitatif,
Donc, j'espère que vous avez tous apprécié. Puis un grand merci aux personnes qui étaient présentes aujourd'hui pour vos questions, vos interactions. Je pense que ça a été vraiment riche comme échange. Et encore une fois, ben, n'hésitez pas, le rapport est consultable sur le site de Cyrano. La présentation va vous être envoyée également. Donc, merci encore à tous et puis je vous souhaite de joyeuses fêtes. À bientôt. Merci.